Salut à tous et bienvenue pour ce 95e numéro des infos dont on parle peu, présenté cette semaine par l'équipe parisienne de l'agence Info Libre et plus particulièrement par Jonathan et moi-même Lucas. Au sommaire cette semaine, Jonathan vous parlera des États-Unis et de l'État islamique, du Pérou qui est en état d'urgence, de Poutine qui a fait une nouvelle loi sur les ONG dites indésirables, la Russie encore avec la classification secret défense des pertes militaires en opération spéciale, l'Allemagne qui n'en finit plus avec les scandales sur les Verts et la pédophilie, Ben Laden et la NSA, les bons résultats des indignés aux élections espagnoles, la victoire des eurosceptiques en Pologne, de la Grèce qui ne remboursera pas le FMI. La Grèce encore on parlera des retraits qui s'accélèrent au guichet des banques et des cyberattaques sur l'Iran. Union européenne, on parlera des 40 000 migrants que la Commission européenne veut répartir dans le nord de l'Europe, des plans militaires de l'Union européenne contre l'immigration illégale. Et on finira avec les 31 pesticides qui ne seront pas interdits par l'Union européenne pour faciliter les négociations sur le TAFTA. Rubrique économique, je vous parlerai des banques d'Angleterre qui ont révélé qu'elles examinent les risques de la sortie de l'Union européenne, du cash de Google aux Bermudes et de cette start-up française qui crée du pétrole à base de pneus recyclés. France, je vous parlerai de l'augmentation prévue des PV de stationnement, de la Cour des comptes qui se préoccupe du niveau élevé de dividendes versés à l'État, des futurs puits de pétrole en Essonne qui inquiètent les écologistes, des douanes et leurs appareils de surveillance illégaux, de la loi contre l'obsolescence programmée, et on terminera ces infos dont on parle peu avec la rubrique environnement et les Pays-Bas et leurs routes photovoltaïques. Alors attachez vos ceintures et c'est parti. On va commencer ces infos internationales avec des documents qui ont été déclassifiés et qui disent que les États-Unis misaient déjà sur l'État islamique dès 2012 pour déstabiliser la Syrie. Le lundi 18 mai 2015, le groupe conservateur de surveillance du gouvernement, Judicial Watch, a publié une sélection de documents déclassifiés obtenus après procès contre le département américain de la Défense et le département d'État américain. Pendant que les médias grand public se focalisaient sur la gestion de la Maison-Blanche de l'attaque contre le consulat américain de Benghazi, un document circulait à la Defense Intelligence Agency en 2012 qui admettait l'existence d'un plan bien plus large, à savoir qu'un État islamique était le bienvenu dans l'est de la Syrie afin d'influencer les politiques occidentales dans la région. Voilà ce que contient ce document stupéfiant. Pour les pays occidentaux, ceux du Golfe et la Turquie qui nous soutiennent, l'opposition syrienne, la possibilité existe d'établir de façon officielle ou pas une principauté salafiste dans l'est de la Syrie, et c'est exactement ce que veulent les pouvoirs qui appuient l'opposition, de façon à isoler le régime syrien. Ce document prouve que dès l'année 2012, le renseignement américain prévoyait la montée d'un État islamique en Irak et au Levant, ISIS ou EEIL en français, mais au lieu de présenter ce groupe terroriste comme un ennemi, ce rapport le définissait comme un atout stratégique pour les États-Unis. Au Pérou, les autorités ont décrété l'état d'urgence pour faire face à la contestation d'un projet minier. L'état d'urgence a été décrété dans la province d'Islay, le but, tenter de mettre un terme aux manifestations de la population locale qui dénonce depuis 2 mois un projet d'extraction du cuivre surnommé Tia Maria, qui pourrait avoir un impact sur l'environnement selon les manifestants. Depuis le début du mouvement, déjà 4 personnes sont décédées lors de précédentes manifestations. Alors déjà depuis 2009, les populations locales étaient fortement opposées à ce projet, mais depuis maintenant 2 mois, cette opposition s'est transformée en contestation, parfois même violente, comme vendredi 22 mai à Coca Chacra, où les manifestants ont tenté de prendre d'assaut un poste de police, occasionnant 7 blessés dont 3 policiers. Les autorités ont donc décrété l'état d'urgence pour une durée de 60 jours, afin de, je cite, « rétablir l'ordre constitutionnel de l'État ». Selon le président de Southern Copper, la société en charge de l'extraction, 60 jours c'est le temps nécessaire pour expliquer le projet et de mettre un terme aux inquiétudes qu'il soulève. Si ces populations sont opposées au projet depuis 2009, on se demande bien comment 60 jours ferait une différence dans leur position contre la défense de leurs terres. Une information concernant la Russie et qui a fait beaucoup jaser dans les médias, il s'agit de la loi qui a été promulguée par Vladimir Poutine visant à interdire les ONG étrangères dites indésirables. Donc le président russe Vladimir Poutine a promulgué samedi une loi dénoncée par les défenseurs des droits de l'homme qui permet aux autorités d'interdire les organisations étrangères installées en Russie considérées comme indésirables par l'État. Le texte, voté par les 2 chambres du Parlement et promulgué en moins d'1 semaine, prévoit que l'activité d'une organisation non gouvernementale étrangère ou internationale représentant une menace au fondement constitutionnel de la Fédération de Russie, la capacité de défense du pays ou la sécurité du gouvernement puisse être reconnue indésirable, a rappelé le Kremlin dans un communiqué. Cette loi a été présentée par ses défenseurs comme une mesure préventive nécessaire après la mise en place de sanctions sans précédent contre la Russie l'année dernière
par les Occidentaux en raison de la crise ukrainienne. Elle donne aux autorités la possibilité d'interdire les ONG étrangères concernées et de poursuivre leurs employés qui risqueront jusqu'à 6 ans de prison ou pourront se voir interdire d'entrer sur le territoire russe. Les députés ont invoqué le besoin d'arrêter les organisations destructrices travaillant en Russie, où elles peuvent menacer les valeurs de l'État russe et fomenter des révolutions de couleur, du nom donné au mouvement pro-occidental, ayant secoué plusieurs ex-républiques soviétiques au cours des dernières années. Après ce qui vient de se passer ces dernières années en Ukraine et ce qu'ils ont aussi essayé de faire en Macédoine, cette loi est aussi peut-être une réponse. Les États-Unis et puis probablement le pseudo-philanthrope George Soros se sont dit profondément troublés par la promulgation de cette loi. On peut dire un mot aussi de la liste qui a été érigée par la Russie de personnalités indésirables, qui comprend notamment Bernard-Henri Lévy, qui a été de nombreuses fois en Ukraine haranguer les troupes de Svoboda et de Pravi Sector, et aussi de Daniel Cohn-Bendit, ce qui nous permet de passer au sujet suivant, parce que le Parti vert allemand a toléré jusque dans les années 1990 l'activité de militants pédophiles. Alors dans le Berlin alternatif des années 1980 et 1990, des pédophiles membres des Grünen ont milité ouvertement sous couvert du parti en faveur de la dépénalisation de la sexualité avec des enfants. Pire, au moins 3 pédophiles condamnés par la justice, membres du parti, se sont livrés à des agressions sexuelles sur de jeunes garçons. C'est ce qui ressort d'un rapport commandé par la section berlinoise des Verts à une commission d'experts indépendants. Selon ce rapport, ce sont jusqu'à 1000 victimes sur 15 ans, du début des années 1980 au milieu des années 90, qui ont été touchées. La défense de penchants pédophiles a été tolérée au sein de la section berlinoise jusqu'au milieu des années 1990, et ces militants étaient essentiellement actifs dans les milieux homosexuels des Verts. La prise en considération des intérêts des pédophiles était placée en interne au même niveau que la défense des intérêts des gays et des lesbiennes. 2 principes dominaient alors chez les Verts, la liberté d'expression de toute minorité et l'interdiction faite à la direction de censurer quelques prises de position, et ce, sans débat interne. Alors, il ne faut pas oublier que les Verts allemands avaient leur programme depuis les années 60 jusque dans le milieu des années 80, la dépénalisation des relations sexuelles consentantes entre adultes et mineurs. On continue avec des révélations d'Edward Snowden, qui nous a appris que l'agence américaine de la NSA avait envisagé de cacher des mouchards dans des médicaments. L'Agence nationale de sécurité américaine, la NSA, avait envisagé un plan pour traquer Oussama Ben Laden en cachant notamment des mouchards dans les médicaments distribués par le Comité international de la Croix-Rouge, rapporte The Intercept. La méthode avait de quoi surprendre, les analystes espéraient retrouver Oussama Ben Laden en identifiant d'abord sa chaîne d'approvisionnement en médicaments. Donc ils ont envisagé de mettre des mouchards de géolocalisation dans les boîtes des médicaments des différentes maladies pour savoir dans quels endroits précis tous les médicaments se retrouveraient sous un même toit. Un porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, interrogé par le journal The Intercept, a dénoncé de manière générale l'utilisation de l'aide humanitaire à d'autres fins, sans apporter de commentaires sur ce cas particulier. La CIA avait par ailleurs été accusée d'avoir mis sur pied une fausse campagne de vaccination à Abbottabad afin de prélever des échantillons ADN de la population et ainsi s'assurer de la présence du fondateur d'Al-Qaïda ou de membres de sa famille. Pour les populations civiles, l'exploitation de l'humanitaire à d'autres fins est catastrophique, ainsi que pour les organisations de protection des populations, car elle réduit la confiance des acteurs, dans les ONG notamment. Les États sont par exemple moins enclins à autoriser le déploiement d'équipes humanitaires sur leur territoire. En Espagne, le parti politique Podemos a adressé un sévère avertissement à l'establishment politique en entrouvant les portes de Barcelone et de Madrid aux indignés, à l'issue d'élections municipales et régionales où le parti antilibéral Podemos a globalement confirmé sa 3e place sur l'échiquier politique espagnol. À Barcelone, la liste de la militante anti-expulsion Ada Colau est arrivée en tête devant celle du maire sortant Xavier Trias, un nationaliste conservateur. À Madrid, la liste Ahora Madrid de Manuela Carmena, comprenant notamment Podemos, est arrivée après celle du Parti populaire, avec 20 conseillers contre 21 conseillers pour ceux du Parti populaire. Mais Podemos, dans cette municipalité de Madrid, pourrait gouverner avec l'appui du Parti socialiste, qui lui a été doté de 9 sièges. En Grèce, on apprend que les retraits au guichet des banques se sont accélérés durant la semaine passée, motivés par la crainte d'un défaut du pays, ont déclaré mercredi 2 sources bancaires.
Selon un banquier grec, ce sont de 200 à 300 millions d'euros qui ont été retirés ces derniers jours. Les retraits de capitaux se sont en effet accélérés en avril pour atteindre la somme de 5 milliards d'euros contre 1,91 milliard d'euros en mars, ont dit 3 banquiers grecs à l'agence de presse Reuters. En effet, les conjectures sur la mise en place d'un contrôle des capitaux vont bon train depuis que le parlementaire d'opposition Dora Bakoyanni a dit que la Grèce pourrait se retrouver dans l'obligation de le faire si aucun accord n'intervenait entre le pays et ses bailleurs de fonds concernant un remboursement à verser au Fonds monétaire international en juin. Alors la Grèce, en théorie, est censée rembourser au FMI un prêt de 300 millions d'euros, arrivant à échéance le 5 juin, et d'ici là, les négociations vont bon train avec les créanciers, a déclaré le ministre des Finances Yanis Varoufakis. Alors effectivement, le ministre des Finances grec avait dû s'exprimer à ce sujet car le ministre de l'Intérieur avait annoncé dimanche que la Grèce n'aurait pas les moyens de payer sa dette, donc de 1,6 milliard d'euros au Fonds monétaire. Nikos Boutsis avait déclaré à la chaîne de télévision Mega Channel: les remboursements au FMI en juin sont de 1,6 milliard d'euros, ils ne seront pas faits et d'ailleurs il n'y a pas d'argent pour les faire. Alors techniquement, la Grèce a déjà eu recours à un fonds d'urgence pour payer les 750 millions d'euros au FMI au mois de mai, et il y a des créances qui devaient être payées les 5, 12, 16 et 19 juin, et donc toutes ces créances représentent un total d'environ 1,6 milliard d'euros. Mais il faut aussi payer les fonctionnaires, les retraites, les fonds de sécurité sociale, pour un total de 2,2 milliards d'euros. Alors selon une source proche des questions de dette grecque, il y aurait suffisamment d'argent pour payer les salaires, les retraites et l'échéance du 5 juin au FMI, mais par contre cette source reste beaucoup plus évasive pour la suite. Cela laisserait donc jusqu'au 12 juin pour trouver un accord. En Iran, les autorités ont affirmé mardi avoir déjoué une cyberattaque lancée contre le ministère iranien du pétrole et dont les auteurs seraient basés aux États-Unis. Alors selon le général Kamal Adyanfar, l'adresse IP des hackers est aux États-Unis. Il indique avoir informé les autorités américaines et leur avoir transmis un mandat judiciaire international sans préciser son contenu. L'attaque s'est déroulée pendant un pont de 4 jours au cours des célébrations du Nouvel An iranien autour du 20 mars et l'attaque, selon le général Andiafar, aurait eu lieu entre le 21 et le 24 mars. Les autorités russes ont décidé de classer comme relevant du secret d'État tous les décès de soldats russes impliqués dans des opérations spéciales. Cette décision intervient au moment où Moscou est accusé d'envoyer des troupes dans l'est de l'Ukraine. Vladimir Poutine, qui a toujours démenti que des soldats étaient impliqués aux côtés des séparatistes ukrainiens, a amendé un décret classant comme confidentiel les décès de militaires en temps de paix, et il faut savoir que les pertes militaires en temps de guerre étaient déjà gardées secrètes. Si des informations seraient transmises à un pays étranger, la divulgation de secrets d'État est punie par la Russie d'une peine pouvant aller jusqu'à 4 ans de prison. Alors cette mesure est aussi prise après la publication d'un rapport dans lequel l'opposition russe affirmait que 220 soldats russes auraient péri lors de combats dans l'Est ukrainien au cours de l'été dernier et au début de 2015. Pour le porte-parole du département d'État américain, Jeffrey Ratke, nous considérons ceci comme un effort déplacé pour dissimuler ce que tout le monde sait, à savoir que du personnel militaire russe en service actif combat et meurt en Ukraine orientale et que le gouvernement russe le dément. Alors malgré l'opposition de plusieurs chefs d'État, dont François Hollande, la Commission européenne va répartir au moins 40 000 migrants vers le nord de l'Union européenne. Le commissaire européen Dimitri Avramopoulos a déclaré lors d'une visite en Grèce que la relocalisation des migrants dans d'autres pays membres de l'Europe va devenir légitime sur la base des critères de distribution qui ont été annoncés. L'exécutif a donc annoncé avoir l'intention de répartir quelques 40 000 réfugiés de l'Italie et la Grèce surtout vers les pays du Nord. Il a notamment été demandé à la France d'accueillir 6 750 réfugiés. Ce chiffre, qui porte sur les 2 prochaines années, concerne environ 40% des arrivées anticipées de réfugiés dont l'Union européenne estime qu'ils sont des réfugiés politiques. Ce projet de la Commission européenne, mis au point après le choc suscité par les centaines de migrants noyés en Méditerranée ces derniers mois, risque de faire encore l'objet de nombreux débats entre les États membres après la levée de boucliers contre le principe de quotas initialement proposé par Bruxelles.
Toujours concernant cette politique de l'Union européenne vis-à-vis des migrants et la lutte contre le trafic de migrants, le site Wikileaks de Julian Assange qui a donc dévoilé 2 rapports confidentiels du comité militaire de l'Union européenne datés du 12 mai dernier, où les auteurs explorent la piste d'un déploiement militaire d'au moins 1 an en Libye afin de stopper l'afflux de réfugiés qui meurent parfois noyés en mer. Et le premier rapport recommande, lui, une approche flexible et itérative afin d'offrir une réponse aussi rapide et efficace que possible, car les trafiquants adapteront toujours leur modèle économique. La première solution envisagée est d'identifier, capturer et détruire les bateaux avant qu'ils ne soient utilisés par les trafiquants. Un travail de collecte de renseignements serait donc inévitable en amont. La deuxième recommandation consiste à éviter une présence maritime trop massive dans les zones de transit des migrants, car une présence navale pourra avoir un effet contre-productif. Alors on termine sur le traité transatlantique, qui est toujours en cours d'avancement et de mise en place, malgré les différentes protestations, que ce soit de partis politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc on a récemment appris que l'Union européenne avait renoncé à interdire 31 pesticides pour faciliter les négociations de l'accord commercial transatlantique. En effet, c'est le journal Guardian qui a révélé que les États-Unis auraient fait pression sur l'Union européenne pour interdire toute une liste de pesticides liés à des cancers et des perturbations hormonales afin de faciliter les négociations du TTIP. À la suite d'une intense campagne de lobbying et de menaces de, je cite, conséquences d'ampleur, une décision a été prise en juillet 2013 de lever l'étude de ces pesticides sous l'influence d'une délégation de la Chambre du commerce des États-Unis en déplacement à Bruxelles. Juste après cette réunion, le soir même, la secrétaire générale de la Commission, Catherine Day, ordonnait l'abandon des travaux législatifs. La Banque d'Angleterre a révélé qu'elle examine actuellement les risques économiques que présenterait une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. L'étude faite sur ce sujet par la Banque centrale britannique pourrait avoir un important impact sur le débat en cours sur l'avenir des relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Elle aurait dû rester confidentielle, mais des éléments en ont été envoyés accidentellement par email à un journaliste du quotidien The Guardian. Cette révélation intervient au moment où le Premier ministre britannique, David Cameron, vainqueur des élections législatives du 7 mai, a lancé vendredi, lors d'un sommet européen à Riga, sa campagne pour les négociations visant à modifier les termes de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. David Cameron espère pouvoir présenter une série de réformes dans ce domaine aux électeurs britanniques avant un référendum pour ou contre l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union européenne qu'il a promis d'organiser d'ici la fin 2017. 74% du cash de Google dort aux Bermudes. En 2014, le groupe de Mountain View a réalisé un chiffre d'affaires de 66 milliards de dollars et un bénéfice net de 14,4 milliards de dollars, sans compter les 47,4 milliards mis à l'abri aux Bermudes. Dans la Silicon Valley, les bouchons des bouteilles de champagne n'en finissent plus de sauter. Après Apple, c'est au tour de Google de dévoiler les résultats annuels pour 2014. Évidemment, ils sont impressionnants, d'autant plus qu'ils reposent presque exclusivement sur un modèle basé sur l'open source. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 19% à 66 milliards de dollars entre 2013 et 2014. Quant aux bénéfices, il marque une nouvelle accélération avec une croissance de 12% pour atteindre 14,4 milliards de dollars. Mais le véritable succès du groupe reste sa capacité à protéger sa fortune. Sur une trésorerie totale de 64,3 milliards de dollars, Google a réussi à mettre au point à l'abri du fisc américain 47,4 milliards de dollars. Cette somme, qui correspond à 74% de son cash, dort sur un compte aux Bermudes. Si Google a de lourds démêlés avec l'Europe pour sa stratégie d'optimisation fiscale, les États-Unis semblent également lassés de voir les navires amiraux de son économie s'enrichir à son détriment. Et Google n'est pas le seul dans la ligne de mire de la Maison-Blanche. Le trésor de guerre d'Apple, qui s'élève à 155 milliards de dollars, est tout autant visé. Ça, c'est une info BFM TV. Et maintenant, une bonne nouvelle, à partir de l'année prochaine, le montant d'une amende pour stationnement à payer sera fixé par les villes. Terminez donc les BV à 17 €, ça sera beaucoup plus dans de nombreuses cités, dont Paris. Et si vous tardez à vous acquitter du montant, la majoration s'avérera très douloureuse pour votre porte-monnaie. La Cour des comptes se préoccupe du niveau élevé des dividendes versés à l'État.
Alors qu'elle vient de valider l'exécution du budget 2014 de l'État, la Cour des comptes s'inquiète du volume de dividendes perçus par l'État. Jugé trop important par la juridiction de la rue Cambon, le niveau de dividendes versés à l'État par les entreprises dont il est actionnaire mettrait en péril les intérêts à long terme de ces sociétés. Alors dans ces sociétés, on peut citer EDF, ex-GDF Suez, dont on se demande pourquoi elle est privée, Orange, la SNCF ou la Poste. Et une nouvelle pour les heureux habitants de l'Essonne dont je fais partie, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en région parisienne, le sol regorge de pétrole qui peut être obtenu par fracturation hydraulique. C'est une des terres en Europe qui possède le plus de roches-mères avec la Russie. Emmanuelle Cos, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, a jugé vendredi extrêmement grave la demande de permis d'exploitation de gisements de pétrole en Essonne par une société canadienne, craignant qu'elle cache une volonté d'exploration future des réserves d'huile de schiste. Une demande d'autorisation pour 3 autres puits de la concession de Vers-le-Petit doivent être adressées à la préfecture de Essonne d'ici à la fin de l'année, précise Vermillon. La loi de 2011 qui interdit le recours à la fracturation hydraulique pour l'extraction du gaz de schiste est un acquis fondamental mais fragile et pas durable. Régulièrement, des députés proposent des propositions de loi pour revenir sur ce texte. Nous ne sommes pas dupes des aspects techniques des dossiers déposés par Vermillon, a déclaré Madame Cos. Les douanes françaises maintenant ont acheté des appareils de surveillance des mobiles dont l'utilisation est illégale. Malgré la discrétion des autorités sur leur sujet, l'existence des IMSI catchers et de leur utilisation illégale par les services de renseignement est un secret de polichinelle. Jean-Jacques Urovas, le rapporteur à l'Assemblée nationale de la loi sur le renseignement, estimait dans les colonnes de Libération le nombre d'IMSI catchers en circulation à moins d'une dizaine. Pour la première fois, le monde a trouvé des traces de l'achat récent par les pouvoirs publics d'au moins 2 de ces appareils. Le document recensant les marchés attribués par la douane en 2014 mentionne l'acquisition d'un IMSI catcher miniaturisé. Le marché a été bouclé il y a quelques mois, le 27 novembre 2014, pour un montant de 30 000 € avec l'entreprise française Amnésie, filiale du groupe Boule. On continue la rubrique économie avec cette start-up qui fabrique du pétrole à base de pneus recyclés. La France s'efforce actuellement d'évacuer la plus grande décharge de pneus du pays dans le Lot près de Souillac. Recycler de vieux pneus en pétrole de qualité semble possible. Une jeune entreprise franco-allemande s'en déclare capable, mais l'industrie du pneumatique et le leader mondial Michelin, méfiant, mènent par ailleurs leurs propres recherches. On comprend le bibendum. Parvenir à maîtriser le recyclage du pneu pour l'un des leaders mondiaux du secteur représente en effet un énorme business à la clé. Selon Pyrom, le pétrole obtenu peut être transformé à 60% en équivalent diesel, à 30% en équivalent essence et à 10% en solvant. Avec son unité de production conçue pour transformer 5000 tonnes de pneus par an, la société franco-allemande affirme dégager 50% de pétrole, 38% de coke et 12% de gaz, lequel sert à alimenter l'immense groupe électrogène du site, fonctionnant ainsi en autarcie énergétique. Une nouvelle loi maintenant sur l'obsolescence programmée. L'Assemblée nationale a voté un nouveau délit d'obsolescence programmée. Après de nombreux va-et-vient, le texte se trouve dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui a définitivement voté le texte, non sans l'avoir amendé, réduisant ainsi la peine maximale encourue en cas de délit d'obsolescence programmée constaté. Le délit d'obsolescence programmée consiste à limiter intentionnellement la durée de vie d'un produit dans un objectif évident de remplacement régulier et donc d'achat. Le seul amendement voté et déposé par la socialiste Sandrine Brie prévoit d'abaisser le montant maximum de l'amende encourue à 5% du chiffre d'affaires hors taxe, le plus élevé réalisé en France au cours de l'un des exercices clos depuis l'exercice précédent, celui au cours duquel les faits ont été commis. Bonne chance pour les avocats. Une fois l'ensemble du texte sur la transition énergétique voté, le texte sera transmis au Sénat pour parvenir devant les députés pour une ultime lecture. Et comme l'a très bien remarqué un des lecteurs de l'agence Infolibre, probablement que ce délit d'obsolescence programmée pourra être remis en question et ce genre de condamnation remis en question lorsque le TAFTA sera mis en œuvre. On enchaîne avec cette innovation technologique aux Pays-Bas avec la route photovoltaïque. 6 mois après son inauguration, la route photovoltaïque de 70 mètres de long installée dans la banlieue d'Amsterdam affiche des résultats satisfaisants. Elle a généré assez d'énergie pour alimenter le logement d'une personne pendant 1 an. Cette piste cyclable recouverte de panneaux photovoltaïques a connu des résultats largement supérieurs aux attentes des ingénieurs qui en sont à l'origine.
près de 150 000 cyclistes ont circulé sur la piste sur les 6 derniers mois pour une production d'électricité avoisinant les 3000 kWh. Et une nouvelle maintenant qui montre qu'il n'y a pas qu'en France qu'on a des journalistes menteurs comme Caroline Forest. François Burguingot, au Québec, s'est fait épingler pour des reportages bidonnés. Donc c'est la presse qui a prouvé que ce journaliste, qui a eu pignon sur rue pendant des années, avait inventé de toutes pièces des reportages de façon récurrente et sur plusieurs années. Il a donc été suspendu des titres de presse pour lesquels il travaillait et a mis fin à sa carrière de journaliste. Les infos dont on parle peu, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.